Bonsoir à toutes et à tous et ravi de vous retrouver comme tous les soirs sur Média TV dans 60 minutes pour comprendre. Nous sommes le mardi 29 mars et nous sommes en direct pendant 60 minutes. Nous essayons de décrypter pour vous ce qui fait l'actualité nationale et internationale. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux, vous le savez, sur la page Facebook de Média TV ou sur le compte Twitter de l'émission sur le hashtag 60MPC. Les invités qui ont accepté d'être avec moi ce soir sur le plateau: Jawad Kardoudi, vous êtes président de l'IMRI, Institut marocain des relations internationales. Hassan Saoud, vous êtes expert en terrorisme international, vous êtes colonel de la gendarmerie royale retraité, directeur de Security Consulting et vous êtes également chercheur associé à l'Institut royal des études stratégiques. Et enfin, monsieur Sharqawi Rodani, vous êtes professeur en relations internationales et expert en questions géostratégiques. Avec nous en direct de Paris, au téléphone, Asif Arif, avocat au barreau de Paris et directeur de la collection Religion et laïcité, édité chez L'Harmattan. Merci, messieurs, d'être avec nous ce soir. Plus de 70 morts et 340 blessés, dont énormément d'enfants. C'est l'horrible bilan de l'attaque terroriste survenue à Lahore, grande ville de l'Est du Pakistan, dimanche dernier. Cette attaque survient un peu plus d'un an après le massacre de l'école militaire de Peshawar, qui a coûté la vie à plus de 140 personnes, dont également plusieurs enfants. Confrontés à une fragmentation interne et à un contexte régional très fragile, l'État pakistanais peine depuis des décennies déjà à contenir la multiplication des acteurs terroristes présents dans la région. Nous revenons ce soir sur la situation d'une des régions les plus instables au monde. Que se passe-t-il au Pakistan? Pourquoi ce pays est-il autant fragmenté sur le plan interne? L'État échoue-t-il à gérer la diversité ethnique et religieuse? Quelles sont les relations entre le Pakistan et ses voisins, notamment l'Inde? Et comment est-ce que la fragilité régionale contribue à la montée de la violence? Pakistan, le retour de flamme, c'est le titre de l'émission de ce soir. Le terrorisme a encore frappé fort. Au Pakistan, 73 personnes ont trouvé la mort, dont au moins 29 enfants et des centaines d'autres ont été blessés. C'est le lourd bilan de l'attaque perpétrée dimanche dernier dans un parc de Lahore, dans la province de Pendjab, située à l'est du pays. Un kamikaze a déclenché sa charge explosive dans ce lieu particulièrement bondé à l'occasion de Pâques. Depuis dimanche, plus de 5000 personnes ont été fouillées et interrogées et la plupart ont été libérées. En revanche, environ 216 ont été placés en détention, le temps de recherche plus approfondi. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le ministre provincial de la Justice. Une faction des talibans pakistanais, Jamaat al-Ahrar, a revendiqué l'attaque. Selon un porte-parole du groupe, la cible était les chrétiens. Les chrétiens sont la deuxième minorité du pays après les hindous. Ils représentent entre 1 et 2% de la population au sein d'une nation musulmane de 200 millions d'habitants. Au cours des dernières années, des églises ont été la cible d'attaques à Lahore, deuxième ville du pays et fief du Premier ministre Nawaz Sharif. L'attaque du 27 mars n'est pas la première du genre. Le 15 mars 2015, des explosions ont visé 2 églises à Lahore, tuant 15 personnes. L'année 2013 a été également sanglante. 80 habitants d'un quartier chrétien de Lahore ont trouvé la mort dans des émeutes. Le Pakistan tente encore de juguler le bain de sang où il plonge depuis des années. Il y a des mois, l'armée pakistanaise a lancé une vaste opération contre les talibans et les bases des extrémistes d'Al-Qaïda. L'opération a été menée dans les zones tribales du nord-ouest du pays. Bien, messieurs, vaste programme d'essayer de comprendre le Pakistan et c'est vrai que nous avons choisi ce sujet aujourd'hui pour essayer de mieux situer, de mieux cerner les tensions qui règnent au sein du Pakistan. Et c'est vrai que quand on revient sur l'ensemble des attaques terroristes que connaît le Pakistan, d'ailleurs colonel Saoud nous donnerait un chiffre assez éloquent sur le classement du Pakistan sur l'indice du terrorisme et de la sécurité internationale, c'est quand même assez édifiant. Mais avant cela, un commentaire sur l'attaque de dimanche dernier avec cet horrible bilan dans un parc d'attractions à Lahore. Asif Arif, vous êtes avec nous au téléphone. Bonjour. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Merci d'être avec nous ce soir. Alors déjà, un attentat qui a été revendiqué par Jamaat al-Ahrar. Un commentaire sur cet attentat et sur cette attaque? Alors, oui, un petit commentaire. C'est surtout que en fait, il y a eu beaucoup de médias, surtout européens et on va dire majoritairement européens et américains, qui ont beaucoup parlé surtout de l'aspect où
les chrétiens ont été touchés et on a mis beaucoup cela en avant, en tout cas dans ces médias-là. Mais il faut savoir garder raison sur toutes ces questions parce que au Pakistan, et notamment dans le cadre de cet attentat, il y a eu beaucoup de musulmans qui ont également perdu leur vie, il y a eu beaucoup de musulmans qui ont perdu leur famille et on voit que majoritairement ce sont des enfants qui ont été touchés, comme votre sujet l'a très bien montré, mais c'est vrai que dans sa revendication, cette Jamaat dit que on a voulu toucher les chrétiens. Mais on voit bien que dans le bilan et dans les conséquences, déjà d'une part, il n'y a pas eu que des chrétiens qui ont été touchés. Donc on peut remettre en cause un certain nombre d'éléments dans la rhétorique de cette Jamaat, cette rhétorique qu'elle a, qui se veut évidemment musulmane, mais qui ne l'est pas. On ne peut pas rattacher ce type de discours à l'islam, mais bon, c'est en tout cas une rhétorique qu'ils utilisent beaucoup. Mais en fin de compte, ce genre d'attaques font que ça tue beaucoup plus de musulmans que ça n'en préserve. Et en plus, ça tue des chrétiens, ça tue des personnes innocentes, des enfants. Mais il faut savoir que le Pakistan traverse un contexte double. D'abord, il y a d'un côté une transition presque démocratique qui s'est faite entre Asif Ali Zardari, le précédent président du Pakistan, qui était membre de la Pakistani People's Party, et aujourd'hui Nawaz Sharif, qui est membre de la Ligue musulmane. Et donc il y a eu une transition dans ce sens où il y a eu une transition démocratique, c'est-à-dire qu'il y a eu des élections, alors que pendant longtemps, le Pakistan était catégorisé comme étant une démocratie militaire. Donc il y a eu quand même un mieux dans les institutions pakistanaises, il y a eu quand même une recherche de démocratisation des différents partis. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y a un problème sécuritaire, il y a un problème de terrorisme, il y a un fléau du terrorisme, et je crois que le gouvernement s'en est réellement rendu compte en 2014, lorsque à Peshawar, il y a eu cette attaque contre une école de l'armée. Où il y a eu plus de 100 enfants qui ont laissé leur vie, et à ce moment-là, le Pakistan a vraiment mené cette opération commando militaire que l'on appelle Zarb-e-Azb, qui a été menée en fait dans la zone du nord-ouest du Pakistan pour déloger le terrorisme. Alors justement, donc, il y a cette ambivalence en fait. Alors, Asif, justement, pour rejoindre ce que vous disiez sur l'analyse qui est faite, vous l'avez dit majoritairement sur le fait que cela soit des chrétiens qui aient été visés, on a bien compris que des musulmans avaient péri, bien sûr, dans cette attaque, et je rappelle encore, avec beaucoup d'enfants. Est-ce qu'on oublie également, il y a peut-être deux éléments, le Premier ministre Nawaz Sharif est chez lui, à Lahore, il est originaire de Lahore, et un tweet de Ehansullah Ehsan, qui est le porte-parole de la faction Jamaat-ul-Ahrar des talibans pakistanais, a tweeté en affirmant que la guerre était désormais devant chez lui en parlant de Nawaz Sharif. Oui, en fait, il y a toujours eu de toute façon une opposition entre le pouvoir en place et les talibans qui veulent quelque part, en fait, à quoi servent ces attentats sinon faire peur aux institutions et prendre le pouvoir au Pakistan. Sauf que le Pakistan, c'est quand même une donnée complexe, une donnée géopolitique complexe, parce que d'une part, c'est un pays qui dispose de l'arme nucléaire, donc ça, c'est quand même une perspective qu'il faut prendre en compte. Maintenant, c'est vrai que quand je disais que les chrétiens ont été touchés, mais il n'y a pas que, je voulais pas minimiser par là la persécution des chrétiens au Pakistan. Le Pakistan a un problème avec ses minorités religieuses qui est clair, net et précis. Les chrétiens souffrent énormément au Pakistan, ils connaissent de multiples problématiques, notamment une de mes collègues qui a beaucoup travaillé sur la question des chrétiens du Pakistan, qui est Anne-Isabelle Tollet, qui met en avant justement ces chrétiens qui sont persécutés à travers le cas de Asia Bibi, qui est cette jeune chrétienne et qui est emprisonnée pour blasphème en fait dans une prison pakistanaise. Mais il n'y a pas que les chrétiens, il y a d'autres minorités qui sont concernées, et d'ailleurs Lahore a été une ville où d'autres minorités ont été concernées. Vous avez évoqué par exemple le cas où il y a eu des églises chrétiennes qui ont fait l'objet d'un attentat en 2015, effectivement, mais avant cela il y a eu des attentats contre des membres d'une minorité si on peut considérer les chiites comme une minorité au Pakistan, puisqu'ils représentent quand même 20% de la population au Pakistan. Il y a eu des attentats contre les chiites, et surtout il y a eu également
un double attentat contre les Ahmadis le 28 mai 2010, qui est également une minorité qui se revendique musulmane, mais qui est sévèrement persécutée par la population pakistanaise. Et puis en plus, il y a un deuxième amendement qui les déclare non musulmans. Bon. Alors nous reviendrons à ces faits. Je vais faire réagir nos invités sur le plateau. Vous restez avec nous, vous intervenez quand vous voulez, bien sûr. Jawad Kardoudi, juste à la lumière de ce que vient de nous dire Sif Arif. Ce qu'on peut dire d'abord, c'est que le Pakistan est un pays un peu particulier qui a subi deux partitions. Je rappelle que en 1947, il y avait les Indes britanniques et donc en 1947 a été créé le Pakistan. Et puis en 1971, il a subi la partition du Bangladesh qui s'est détaché du Pakistan. Et donc c'est un pays compliqué où il y a plusieurs ethnies, plusieurs religions, et c'est vrai qu'en étudiant ce pays, on voit beaucoup de complications, beaucoup d'ethnies, beaucoup de religions, et malheureusement, toutes ces attaques terroristes, celle du dimanche 27 mars n'est pas ni la première, ni j'espère que c'est la dernière, mais je ne peux pas dire que ça sera la dernière. Donc on peut s'attendre malheureusement à encore plus d'attentats et de drames dans ce pays. Oui, je confirme évidemment ce que disait votre correspondant. C'est une attaque qui est ciblée. La preuve, c'est le communiqué d'après. On a ciblé les chrétiens. Le communiqué du TTP est clair. Et paradoxalement, mais en même temps, on a ciblé Nawaz Sharif aussi, on le dit clairement. Et la portée symbolique dont vous venez de parler, c'est évidemment le lieu de naissance, le lieu de résidence du Premier ministre. Mais, comme je vous ai dit, paradoxalement, la majorité des victimes sont des musulmans. C'est les dernières données d'aujourd'hui. Et donc, comme à son habitude, le terrorisme est aveugle et il a toujours fait beaucoup plus de victimes dans le rang des musulmans que dans d'autres rangs, c'est clair. Mais ce terrorisme-là ne vient pas comme ça. Il a un vivier et il vit dans la conflictualité. C'est un pays qui est depuis longtemps avec ses voisins et puis la contagion afghane a fait que tout ça a donné une occasion d'abord à Al-Qaïda de s'installer et puis dernièrement à l'organisation de l'État islamique de faire une pénétration énorme en Inde, au Pakistan et en Afghanistan. J'espère qu'on y reviendra. On reviendra bien sûr mais sur tous les liens qu'il y a avec l'État islamique. Il y a évidemment toutes ces données géopolitiques, géostratégiques, tribales, ethniques et confessionnelles qui sont très imbriquées dans cette région-là et qui complexifient la problématique. D'ailleurs, comme il a été signalé, ce n'était pas la première attaque. D'ailleurs, il y avait une attaque terroriste qui a ciblé une église catholique récemment, qui a été aussi revendiquée par ce groupe, la congrégation des hommes libres, au Jama'at al-Ahrar, qui est d'ailleurs issu de ce qu'on appelle le mouvement des talibans du Pakistan. Pour comprendre ce mouvement du taliban du Pakistan, il faut revenir à sa dislocation existante entre l'Afghanistan et le Pakistan et le refuge qu'a trouvé les talibans après leur éviction par les Américains vers des régions de Pakistan, surtout la région de Waziristan, cette région qu'aujourd'hui connaît une insurrection, où il y a une guerre, ce qu'on appelle aujourd'hui la guerre armée du Nord-Ouest de ce pays du Pakistan. Ce mouvement qui est taliban du Pakistan, c'est un mouvement qui est très proche d'Al-Qaïda et qui est très proche de Ayman Zawahiri. D'ailleurs, son chef qui s'appelle Omar Khalid al-Khorasani et Qasim al-Khorasani, qui était en dislocation totale avec certains Fazullah Hakamullah, était là très présent dans le haut conseil de ce mouvement qui était réparti dans toutes les régions. D'ailleurs, il faut signaler qu'au Pakistan, il y a deux zones grises, que j'appelle moi deux zones grises, si vous acceptez le terme. Si
Karachi, où il y a des vastes quartiers qui s'enlisent dans la pauvreté et qui devient le terreau de djihadistes qui viennent de l'étranger aussi, parce que aussi il y a un contexte sociologique dans le Pakistan. Il y a beaucoup d'écoles coraniques où il n'y a pas vraiment une mainmise, un contrôle de l'État sur ces Corans coraniques, où il y a à peu près 1 million d'enfants. Deuxième chose qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, cette succession dans ce mouvement du Taliban du Pakistan, qui a fait en sorte une guerre entre ce qu'on appelle Assad Afridi et Omar Khalid al-Khorasani, a fait aujourd'hui que ce mouvement s'émerge, qui est le mouvement, la congrégation des hommes libres, ou Jama'at al-Ahrar, qui a revendiqué l'attaque récemment. Donc ce qui fait aujourd'hui, nous sommes dans un pays qui est difficile, comme l'a dit nos amis, qui est très difficile et très compliqué, et qu'il faut vraiment essayer de concevoir sa stabilité dans la compréhension, dans la logique géopolitique entre l'Inde, le Bangladesh et l'Afghanistan. Alors, on reviendrait bien sûr, on a intitulé cette émission Pakistan, le retour de flamme, car il faut bien revenir aussi sur les liens entre le Pakistan et l'utilisation et les liens qu'il pouvait y avoir, notamment avec les talibans. Voilà, on a appelé ça comme ça. On va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui ça peut être considéré comme un retour de flamme. Asif Farid, vous vouliez réagir aux propos qui ont été tenus Oui, alors je suis totalement d'accord avec évidemment ce qui vient d'être dit sur l'analyse du Pakistan, mais juste peut-être une petite précision sur le Tehrik-e-Taliban Pakistan, c'est le parti des talibans pakistanais. Je crois que ce parti qui est né en fait dans la zone du nord-ouest, à la frontière de l'Afghanistan, est tout de même un parti qui pose aujourd'hui problème au gouvernement pakistanais parce qu'il est particulièrement divisé en interne. Il comprend tellement de factions qu'aujourd'hui même le gouvernement a des difficultés de lecture puisque certaines factions s'opposent à d'autres factions et commettent des attentats par concurrence par rapport à d'autres. Pense au Jaish-e Mohammed, au Lashkar-e-Jhangvi et toutes ces mini-factions en fait. Donc c'est un parti qui est aujourd'hui affaibli par ses divisions, mais qui veut montrer une forme d'unité également et faire un appel de phare, si vous voulez, au gouvernement en lui disant que certes on est divisé, mais on peut s'attaquer au siège où vit le Premier ministre. Ensuite, la deuxième remarque par rapport à Daesh et son intrusion dans le Pakistan, c'est vrai qu'aujourd'hui, à mon sens, l'intrusion de Daesh, telle que je la conçois et telle que je la comprends, je ne sais plus si c'est eux qui ont revendiqué, il me semble de mémoire que c'est eux qui ont revendiqué l'attentat contre les Ismaéliens, qui avait été perpétré il y a quelques mois de ça, dans la zone du nord-ouest toujours. Je crois que il faut pas effectivement minimiser cette concurrence du terrorisme en fait qui est en train de se jouer au Pakistan. Mais le gros problème, c'est que il y a un problème, pardon, ce que je voulais dire, c'est plutôt qu'il y a un problème, mais en face, il y a également une solution. Le Pakistan investit énormément dans son armée, et son armée est d'ailleurs très compétente. Elle a su, par exemple, montrer au lendemain de l'attentat de Peshawar qu'elle était capable d'aller déloger les terroristes. Donc aujourd'hui, le gouvernement a les capacités militaires d'agir contre le terrorisme, mais le problème peut-être vient d'ailleurs. Le problème vient d'une lecture extrêmement complexe des réseaux terroristes, des mouvements terroristes qui sont présents au Pakistan, et c'est d'autant plus grave que, encore une fois, et je le répète, évidemment le Pakistan est très mesuré là-dessus, mais c'est quand même un pays qui aujourd'hui a l'arme nucléaire. Oui, pour le TTP, votre correspondant a raison. Il est très hétérogène et certains experts pensent qu'une partie a prêté allégeance à l'organisation de l'État islamique. Notre correspondant emploie l'appellation Daesh. Daesh est mort le 27 juin 2014 quand Baghdadi a proclamé l'organisation de l'État islamique. Dans le domaine du terrorisme, il faut appeler les choses par leur nom. Daesh, ça concernait et la Syrie et l'Irak. Maintenant, c'est l'État islamique pour s'installer dans le djihad global. Pour l'armée, une autre précision, c'est que le Premier ministre du Pakistan a été élu sur des promesses électorales de lutte contre le terrorisme.
Et évidemment, c'est encore une attaque symbolique par rapport à ces promesses électorales. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on a eu des négociations avec cette mouvance-là et le gouvernement pakistanais qui ont été faites avorter par la partie dure du gouvernement. Et c'est à la suite de ça qu'il y a eu ce retour de flamme de ce mouvement. Et vous disiez tout à l'heure pour l'indice de sécurité. Les trois pays, oui. le Pakistan est classé le 154e État dans l'indice global. Sur combien d'États? Sur 162 classés. Oui. C'est un indice annuel qui groupe et les incidents, les victimes, les blessés, et puis les attaques de la propriété. Et puis vous avez l'Afghanistan qui est avant-dernier, avant l'Irak et la Syrie, et vous avez le Bangladesh, puisque vous parlez de la zone, qui est dans les 80. Et c'est pareil pour l'indice global de la paix, ils sont à peu près au même niveau. Jawad Kardoni. Oui, ce qui complique aussi le problème, c'est qu'il faut rappeler que le Pakistan avait soutenu les talibans jusqu'en 2001, jusqu'au 11 septembre 2001. Et là, effectivement, sous la pression des États-Unis, le Pakistan ne soutient plus les talibans. Mais on parle aussi d'un double jeu du Pakistan, où d'un côté, l'armée mène des opérations militaires contre les terroristes, mais de l'autre côté, les services secrets pakistanais, qu'on appelle l'ISI, l'Inter-Service Intelligence, eux seraient, je dis bien au conditionnel, moins offensifs vis-à-vis des terroristes. Donc je pense que là, effectivement, il y a un problème dans la mesure où l'État pakistanais ne lutte pas dans sa totalité contre ce fléau qu'est le terrorisme. Moi, je pense que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le Pakistan, il ne faut pas oublier, c'est le pays où il abrite beaucoup de mouvances djihadistes. Aujourd'hui, si on parle de domestic organization terroriste, il y a beaucoup, à peu près une vingtaine. Si on parle de transnational organization, on parle à peu près de 40 mouvements djihadistes, plus que d'autres mouvements djihadistes qui sont vraiment politiques. Donc d'ailleurs, si on veut décortiquer effectivement cette situation sécuritaire de ce pays, le Pakistan, on ne doit pas négliger trois paramètres très importants. Le premier paramètre, c'est que c'est le conflit, la tension autour de la ligne du Durand. Ça s'appelle la ligne Durand. C'est les frontières qui ne sont pas tracées entre l'Afghanistan et le Pakistan, où il y a une population qui est divisée, ce qu'on appelle les Peshawar. Les Peshawar qui sont les Pashtuns, tout à fait, les Pashtuns. Les Pashtuns, ils sont divisés entre les deux pays. Aussi, il y a le paramètre aussi qui est très important, c'est cette situation conflictuelle avec l'Inde. L'Inde, en signant un partenariat stratégique avec l'Afghanistan en 2004, a bousculé l'équation géopolitique dans la région, vu que l'Afghanistan aujourd'hui cherche de se positionner comme une force, sachant bien que l'Afghanistan pour le Pakistan, c'est sa profondeur stratégique. Donc en signant ce partenariat stratégique avec l'Inde, qui n'est pas une coquille vide, parce que l'Inde, il a commencé à former ce qu'on appelle l'ANA, c'est les forces militaires de l'Afghanistan. Donc il y avait ce problème-là. Il y a aussi le problème de Cachemire qui existe aujourd'hui, où il y a des tensions entre l'Inde et le Pakistan. Justement, on va y arriver. On va arriver sur ce sujet-là. J'aimerais juste poser la question à Asif Arif, justement, avant d'arriver aux implications, parce que beaucoup d'observateurs s'accordent à mettre la responsabilité sur les services secrets pakistanais extrêmement puissants dans l'instrumentalisation des talibans, justement dans ce conflit avec l'Inde sur le Cachemire. Mais avant ça, pour revenir à cet attentat, on a bien essayé de comprendre les différentes raisons qu'il peut y avoir. Les terroristes ont souvent ce malheureux sens, ou cet obscur sens des anniversaires. Est-ce qu'on est aussi en représailles, il y a à peine un an, Mumtaz Kadiri qui avait assassiné Salman Taseer, qui était le gouverneur du Pendjab, qui était un gouverneur qui était extrêmement
en lutte contre cette loi, contre le blasphème. Est-ce que vous pensez que là aussi, on est dans une démarche extrêmement... On envoie un message, encore une fois, à cette frange pakistanaise? Sur Salman Taseer, ce gouverneur du Punjab, effectivement, qui était un fervent militant des droits de l'homme et qui, d'ailleurs, avait prêté tout son soutien à la cause d'Asia Bibi, la personne dont j'ai rappelé, dont j'ai mentionné, en tout cas, brièvement l'histoire et qui, aujourd'hui, est toujours en train d'attendre dans une prison pakistanaise puisqu'elle a été condamnée à la peine de mort. Effectivement, alors, il y a tout un contexte derrière Mumtaz Qadri, qui était son garde du corps et qui a été condamné pour la peine de mort. D'abord, il faut savoir que, vous savez que le moratoire qui a été adopté par Nawaz Sharif date après les attentats de Peshawar, toujours, qui pour moi est une date clé dans la lutte contre le terrorisme au Pakistan. Ensuite, lorsque ce moratoire a été adopté, il y avait effectivement cette instance qui était pendante, celle de Mumtaz Qadri, devant une cour d'appel, on va dire, et c'est parti en pourvoi à la Cour suprême. Et la Cour suprême, plutôt que de venir, et là aussi on voit tout le côté fragile en fait au Pakistan, d'aller toucher à ce que l'on appelle le blasphème au Pakistan, qui est quand même une norme invariable qui est quasiment intouchable, c'est quasiment sacralisé par les partis religieux, et en fait où la Cour suprême disait moi je ne peux pas venir apprécier la loi sur le blasphème, mais je dis que les conditions dans lesquelles Mumtaz Qadri demandait sa défense et demandait justement à ce qu'il ne soit pas condamné pour peine de mort parce qu'il a réussi, il n'a pas réussi à prouver, en fait, il n'a pas réussi à donner certains éléments plausibles à la Cour suprême qui permettent de dire que monsieur Salman Taseer aurait commis un blasphème à l'époque, puisque c'était sur le blasphème que se fondait Mumtaz Qadri pour assassiner cette personne. Effectivement, moi je pense que de toute façon Mumtaz Qadri, vous savez qu'on célèbre, il a été célébré lorsqu'il a tué le gouvernement du Punjab, son retour dans sa ville natale a été célébré par les gens de la ville. Donc on voit que le Pakistan a un vrai problème avec sa législation, qui est sa législation sur le blasphème, qui est intouchable. Et qui aujourd'hui, toute personne qui essaierait de venir essayer de dire au moins de l'amender sur certains aspects ou de venir la changer sur certains aspects, c'est quasiment impossible. Et la question des Ahmadis est une question centrale sur laquelle on ne peut pas toucher la loi sur le blasphème quand elle concerne, par exemple, une minorité qui est la minorité Ahmadi, qui est la minorité chrétienne. Bon, les Sikhs, et on a la présence de certains Sikhs qui sont surtout présents au Punjab indien, mais qui sont également présents à Peshawar et qui ont fait l'objet d'ailleurs d'assassinats également et qui sont présents également un petit peu dans le Punjab. On a la problématique, mais en tout cas la problématique des minorités et cette problématique spécifique du blasphème, parce que c'est une problématique très spécifique au Pakistan, existe, et il va falloir un jour ou l'autre, que le gouvernement y fasse face. Même si c'est redondant, je le dis, il va falloir que le gouvernement prenne les choses en main et essaye de voir dans quelle mesure, soit il est possible de revenir sur cette loi sur le blasphème pour revenir à celle qui a fait beaucoup moins de dégâts, qui était la loi qui était applicable sous la précédente constitution pakistanaise, ou il va falloir en tout cas essayer de forger les mentalités pour essayer d'ouvrir un peu et éduquer le peuple pakistanais, parce que je crois que même si demain on décide et on arrive à se dire que l'on va retirer ces lois sur le blasphème, ou on va faire en sorte en tout cas de les amoindrir ou d'en amoindrir la portée, la problématique, et ça beaucoup de chercheurs le disent, dont notamment Marie Karif, elle dit que la sortir des mentalités, c'est le plus compliqué. Et aujourd'hui, c'est peut-être la mentalité. Dans un pays de 190 millions d'habitants. Asif Arif, vous restez avec nous, on fait une petite pause et on revient juste après. Pakistan, le retour de flamme, c'est le titre de l'émission de ce soir. Si vous venez nous rejoindre dans 60 minutes pour comprendre. Jawad Kardodi, vous voulez intervenir? Oui, alors, pour essayer de comprendre, comme je l'ai dit, ce pays très compliqué,
on ne peut pas ne pas parler de l'instabilité politique. J'ai compté depuis l'indépendance 3 coups d'État militaires en 58, en 77 et en 99. Nawaz Sharif, l'actuel Premier ministre, a été 3 fois Premier ministre, toujours avec des intervalles entre-temps. Et rappelons-nous le souvenir de Benazir Bhutto, en 2007. Femme extraordinaire pour laquelle on a tous beaucoup d'admiration et qui a été assassinée en 2007. Donc c'est vraiment un pays où les drames se succèdent, où l'instabilité existe et où, comme vous l'avez dit au départ, le fait que cet attentat ait eu lieu à Lahore, qui est la ville d'origine du président actuel, ça montre encore l'instabilité de ce pays. Je voudrais juste insister sur ce problème de l'instabilité. Bon, le problème du Pakistan, d'ailleurs, c'est un problème, moi je pense qu'il faut revenir un petit peu à l'histoire. Il y a un certain Abul A'la al-Mawdudi qui a été l'instigateur, le penseur, le stratège de la confrérie des frères musulmans et qui d'ailleurs qui a écrit un livre, La loi islamique et la constitution, où il imposait certains paradigmes pour que le djihad soit globalisé. Aujourd'hui, je pense le Pakistan, il a certaines spécificités. D'ailleurs, c'est à Peshawar qu'il y avait cette rencontre historique qui a fait le déclic vers la création d'Al-Qaïda en 1982, la rencontre de Ben Laden avec Abdullah Azzam et avec Ayman Zawahiri. Donc le Pakistan, toujours, il était le berceau de la radicalisation salafiste. Il était là pour toujours concevoir ce que aujourd'hui existait dans le monde arabo-musulman, en Afrique, au pays du Sahel, au Proche-Orient. Et aujourd'hui, qu'on parle de Abdullah Azzam, on parle de ce monsieur qui était le concepteur de la privatisation du djihadisme. C'est-à-dire ce qu'aujourd'hui, cette privatisation, c'est que l'individu peut vraiment agir sans revenir aux ulémas, aux imams. Donc, c'est-à-dire, et ça, ce qu'on voit aujourd'hui, on voit Abdeslam Salah à Molenbeek qui agit, donc à Paris, des personnes qui agissent, en Turquie, au Maroc, les attentats de 2003. Donc, il y avait des individus. Et ce concept d'agir, cette privatisation du djihadisme-ci, il est venu du Pakistan. Le Pakistan, c'est un pays hétérogène. Il y a des conflits ethniques, il y a des rivalités entre ce qu'on appelle les seigneurs de guerre locaux, tribales, qui existent partout dans ce pays. Il y a des problèmes aussi, je pense aussi des problèmes politique avec le pouvoir en place. Il y a une constitution qui est mal conçue, qui n'arrive pas de concevoir cette société hétérogène dans son homogénéité, qui n'arrive pas d'homogénéiser les ambitions. D'ailleurs, on parle de cet assassinat, entre parenthèses, de Benazir Bhutto. Donc, c'est-à-dire que le problème du Pakistan, il faut aujourd'hui essayer de regarder dans sa globalité. C'est ce qu'on essaie de faire ce soir, justement. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de faire ce soir. C'est pour ajouter aux arguments de nos amis, il ne faut pas oublier, pour l'histoire, que les frontières héritées du colonialisme ont été faites de manière unique. Des tribus séparées, et puis également un marqueur historique très important. C'est la capture de Ben Laden. 2001. C'est une capture 2011, où à Abbottabad, en territoire pakistanais, à côté d'une académie militaire, avec tout ce que disait Jawad, avec toutes les interprétations concernant la compromission des services secrets pakistanais. Et donc ça reste un marqueur aussi bien pour le Pakistan concernant Al-Qaïda que pour l'émanation de l'État islamique par la suite. Je voudrais tout simplement ajouter que depuis 2014, dans cette zone-là, Inde, Pakistan, Afghanistan, Bangladesh moins, plus de 10 allégeances
à l'organisation de l'État islamique. Plus de 10 entités ils sont connus à l'État islamique au détriment évidemment d'Al-Qaïda. Et je pense qu'il faut en parler parce que l'État islamique est en train de réaliser une pénétration au détriment d'Al-Qaïda par d'abord l'envoi de combattants étrangers de ces pays-là vers la Syrie et l'Irak et par l'organisation aussi d'entités combattantes ici très radicalisées et qui vont continuer à vraiment compliquer l'existence au gouvernement pakistanais, afghan et même hindou. Qu'en est-il de l'instrumentalisation des talibans justement dans le conflit au niveau du Cachemire? On en parle après un sujet de Manal Ardari. L'organisation État islamique s'étend au-delà du Moyen-Orient. Ses membres ont déjà une présence significative dans la bataille entre les forces gouvernementales afghanes et les talibans. Selon des experts, des talibans pakistanais et autres factions militaires qui fuient les opérations de l'armée ont rejoint Daesh. Plusieurs événements récents confirment une influence grandissante. En octobre dernier, des hommes, des femmes et des enfants de la minorité chiite ont été décapités. Selon des sources médiatiques, Daesh mène des entraînements dans des camps situés à la frontière afghano-pakistanaise. Malgré la formation d'un gouvernement d'unité nationale, l'Afghanistan reste en proie à la violence des groupes terroristes qui ont fait de 2015 l'année la plus sanglante depuis 2001, date de l'intervention de la communauté internationale. Les chefs d'orchestre des attaques tirent profit de deux grands facteurs. D'abord le retrait des forces internationales et le manque de coordination avec l'Afghanistan des opérations antiterroristes. Du côté indien, l'incertitude fait également des ravages. Un commando a attaqué début janvier 2016 une base militaire située à la frontière pakistanaise. Dans la région du Pendjab, 2 membres du personnel de sécurité ont trouvé la mort. L'assaut est survenu une semaine après la visite du Premier ministre indien au Pakistan pour tenter de rapprocher les deux pays. Le processus de paix indo-pakistanais a déjà été interrompu à plusieurs reprises. Et pour cause, des attentats terroristes sur le territoire indien et des échanges de tirs entre les deux armées. Bien, avant que nous parlions justement des frontières, des conflits justement, de cette internationalisation du terrorisme et de faire la distinction entre les talibans pakistanais et les talibans afghans, Asif Arif, ça sera ma dernière question que je vous poserai justement sur ces accointances entre les services secrets pakistanais dans l'instrumentalisation des talibans pour le conflit au Cachemire. Alors, je vais répondre en plusieurs étapes. J'aimerais bien revenir aussi un peu sur juste ce qui a été dit juste avant le sujet. Je vais revenir sur ça, sur la période historique, parce qu'on a beaucoup parlé de l'histoire du Pakistan. Oui. On a parlé de l'assassinat atroce de, effectivement, Benazir Bhutto, mais je pense qu'on oublie une donnée fondamentale, qui est celle du général dictateur Ziaul Haq, et qui est la personne, à mon sens, et quand on analyse un peu les différents médias pakistanais, les différents intervenants au sein des médias pakistanais, qui est la personne qui a emmené le pays plusieurs années en arrière, et avec lequel on a vraiment subi une rétrogradation de tous les droits, puisque c'est lui qui est à l'origine des Hudud Ordinance, c'est lui qui est à l'origine de toute l'islamisation dans le sens péjoratif, puisque c'est donner en quelque sorte un habit juridique à certaines pratiques qui sont quasiment non islamiques, ce dictateur qui s'appelle Ziaul Haq, ou ce général, si vous voulez, cette personne en tout cas qui a fait un coup d'État et qui est d'ailleurs qui a fait assassiner, qui a pas fait assassiner, mais en tout cas il y a eu une condamnation pour la peine de mort de Benazir Bhutto père, qui était Zulfikar Ali Bhutto à l'époque. Eh bien, c'est cette personne qui, à mon sens, et qui est pas beaucoup étudiée. Et c'est ça qui est dommage, c'est que cette personne est quand même à l'origine de l'islamisation des lois pakistanaises, à l'origine de la conception de plusieurs lois qui, à mon sens, ont été également le terreau propice pour permettre à des mouvements fondamentalistes de prospérer au Pakistan. Ça, c'était simplement une petite parenthèse que je voulais faire par rapport à Ziaul Haq. Ensuite, concernant la question que vous venez de me poser, effectivement, il y a une instrumentalisation
des services secrets pakistanais, parce que, si vous voulez, déjà, les services secrets pakistanais utilisent le fait que le TTP est quelque chose de très divisé pour prendre justement certaines personnes de certaines factions et les entraîner pour aller faire le djihad du côté indien, c'est-à-dire du côté de la frontière du Cachemire. Donc il y a quelque part de la part du gouvernement qui pilote cette intelligence un certain laisser-aller vis-à-vis de certaines factions qui sont réutilisées à des fins géopolitiques, en quelque sorte. Mais là, je pense que les personnes qui sont présentes sur le plateau pourront vous en dire beaucoup plus que moi sur le sujet. Et puisque c'est la dernière question que vous me posez, je voulais simplement finir sur tout de même certains points positifs qu'il y a au Pakistan. Aujourd'hui, on a beaucoup parlé, vous voyez, d'un pays qui est compliqué, d'un pays qui fait le nid des terroristes, etc. Bon, c'est vrai que d'un côté, il y a cette problématique qui est la problématique terroriste, etc. Mais de l'autre côté, le Pakistan, il ne faut pas oublier que c'est un pays qui se développe beaucoup. Économiquement, il se développe beaucoup. Il y a d'ailleurs des investisseurs qui partent de différents pays européens pour aller investir dans différents secteurs commerciaux au Pakistan. Le Pakistan, c'est également un pays qui se développe énormément dans la culture, puisque quand on regarde par exemple des quartiers de Karachi ou des quartiers de grandes villes, Lahore inclus, eh ben, vous avez aujourd'hui une industrie cinéma qui fonctionne, qui commence à critiquer, etc., etc. Donc on commence à avoir tout de même, il n'y a pas que du mauvais, comme on dit, au Pakistan, il y a tout de même un aspect positif, et en plus un aspect d'autant plus positif que le gouvernement, si on peut lui jeter la pierre sur des problématiques, comme je vous l'ai rappelé, les problématiques de blasphème, les problématiques de terrorisme, on ne peut pas dire que de l'autre côté, il n'est pas en train d'essayer d'améliorer les choses, notamment par rapport aux droits des femmes, puisqu'il a fait adopter le Women Bill, qui est un acte législatif qui garantit les droits des femmes au Pakistan. Donc c'est tout de même certains points positifs qu'il fallait apporter pour avoir une vision au moins complète pour ce soir de la question du Pakistan. Merci beaucoup Asif Arif pour tous ces éclairages et merci d'avoir terminé justement bien entendu en donnant l'envers du décor. Mais bien sûr, c'est vrai qu'aujourd'hui on se focalisait sur la question sécuritaire et sur les tensions qu'il peut y avoir au sein du pays. Merci Asif Arif d'avoir été avec nous. Vous étiez en direct de Paris. Merci encore. Jawad Kardoudi. Oui, alors monsieur a parlé des femmes. On peut se poser d'abord la question: que cherchent ces terroristes? Qu'est-ce qu'ils veulent? C'est la grande question que tout c'est le monde vrai, se pose, partout dans le monde, mais là plus particulièrement au Pakistan. Mais il faut se poser la question, parce que ce qu'ils cherchent finalement, c'est revenir à la charia. C'est-à-dire, ils veulent, comme de 1996 à 2001, lorsque les talibans ont créé un émirat des talibans, où les droits de la femme n'existaient pas, où on interdisait la musique, on interdisait tout. Donc c'est très dangereux, d'autant plus qu'ils veulent faire cela au nom de l'islam. Et je pense que c'est très dangereux et que nous, musulmans, nous devons absolument les combattre et lutter contre eux, parce qu'ils nous font beaucoup de mal en faisant ce qu'ils font et en revendiquant. Et donc il faudrait qu'il y ait une coalition de tous les musulmans pour s'opposer à ces talibans. Taliban veut dire en arabe talib, étudiant en théologie. Et donc, ça me fait penser à l'éducation. Et ça me fait penser à notre pays. Et je salue Sa Majesté le roi Mohammed VI quand il a dit il faut revoir l'éducation de notre pays, il faut revoir l'éducation religieuse pour que, justement, ces enfants puissent être éduqués dans le bon chemin et non pas dans le mauvais chemin. Moi, je pense que le Pakistan est victime de son histoire. Le Pakistan est victime de l'historique de sa région. Le problème qui existe aujourd'hui, que les groupes terroristes
d'Al-Qaïda où il y avait une il y avait d'autres groupes qui s'en suivaient. Donc il y avait un problème très grave, c'est que les groupes terroristes et les mouvements terroristes djihadistes jouaient aussi sur cette rivalité les rivalités régionales, ces problèmes frontalières entre l'Afghanistan et le Pakistan, le problème de l'Inde avec le Pakistan sur la région de Cachemire. Donc je pense que c'est difficile de dire aujourd'hui que le Pakistan peut trouver une solution à moyen terme. Moi, je pense qu'il faut voir les choses à long terme. Le problème aujourd'hui, c'est que le Pakistan, quoi qu'on dise, quoi qu'on essaye de dire, c'est que le Pakistan, c'est le berceau de la radicalisation islamiste. C'est de là où il y avait une émergence des groupuscules terroristes d'Al-Qaïda, de l'État islamique. Zarqawi, c'était l'homme, l'intermédiaire entre Al-Qaïda au Peshawar et à Lahore et en Irak. Donc il y avait toutes les écrits de la conception de djihadisme global qu'on voit aujourd'hui dans le monde entier, où aucun pays n'est épargné par les actes terroristes, par le terrorisme globalisé aujourd'hui, c'est qu'ils viennent de ce pays, le Pakistan. Le problème aujourd'hui... Les talibans viennent d'Afghanistan, quand même. Tout à fait. Oui. Moi, je pense que le problème, c'est que... Avant le Pakistan. Ils sont nés en Afghanistan. Colonel Saoud. Justement, oui. Il y a quand même une date, on passe vers l'Afghanistan, mais à la définition des talibans, qui étaient les talibans afghans, qui sont ensuite finalement égrenés au Pakistan. Mais c'est les mêmes tribus. C'est les mêmes tribus, mais le commandant Massoud, qui était le plus, on va dire, le plus fervent, c'était le Che Guevara afghan, qui était le plus fervent, qui luttait contre les talibans. Est-ce que ça a été un tournant, ça, son assassinat, justement, et qui aurait pu freiner peut-être Il est vrai que la disparition de ce leader-là, qui était décidé, qui était installé fermement dans la lutte contre le terrorisme et contre les talibans particulièrement, a été un coup fatal en Afghanistan. Sa mort, d'ailleurs, a permis aux talibans de venir jusqu'au pouvoir momentanément. Oui, le djihad global n'est plus un vain mot. Enfin, c'est une réalité maintenant. On s'installe dans le djihad global, on veut s'installer dans le djihad global. Évidemment, avec des réussites par là et beaucoup d'échecs. Mais, comme je l'ai dit en début d'émission, le terrorisme se nourrit dans la conflictualité. Et dans ce continent, dans cette partie de l'Asie du Sud, les conflits entre, par exemple, l'Inde et le Pakistan, font qu'on fait de la guerre par terrorisme interposé. Rappelez-vous l'attentat de Lahore. Lahore, l'Inde a formellement accusé le Pakistan. Et c'était un attentat très violent. Et donc, il y a beaucoup d'imbrications, comme venait de le dire M. Zarqawi. Nous sommes dans le tribal, le confessionnel, le géopolitique, le géostratégique, très mélangés. Et il faut le rappeler, 2 États nucléaires. Nous sommes dans un équilibre de la terreur, mais avec des différences. Il y a une chose aussi très importante. Malheureusement, nous, dans le nord de l'Afrique, on n'arrive pas d'assimiler cette problématique existante entre l'Afghanistan et le Pakistan. Il y a un grand problème. Aujourd'hui, si vous posez une question à un militaire afghan, de lui dire c'est qui votre ennemi, il va vous répondre sans embâche, c'est le Pakistan. Pourquoi le Pakistan? Parce que pour lui, c'est un problème, déjà, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est un problème géopolitique, ce qu'on appelle la ligne de Durand. Les frontières ne sont pas tracées. Donc, quand les frontières ne sont pas tracées, d'ailleurs, je peux évoquer le problème du Maroc et de l'Algérie. Aujourd'hui, il y a un problème, il y a cette porosité de frontières qui existe entre l'Afghanistan et le Pakistan qui facilite ce que j'appelle moi l'émergence et aussi ce que j'appelle l'émergence des groupuscules terroristes très puissantes. Aujourd'hui, le problème, surtout c'est que
quand on aperçoit que le problème tribal existant, parce qu'il ne faut pas oublier, vous avez le Waziristan Sud, le Waziristan Nord, avec des différentes spécificités vernaculaires dans leur société, leur imagination, leur confession, leur manière de concevoir la région, la religion, leur manière de concevoir aussi les traditions, les coutumes, le poids des seigneurs locaux, les guerriers qui existent, qui dans la région de Swat, de la région de Charsadad, de la région de Punjab, de Peshawar, donc de Karachi. Donc je pense qu'il y a un problème très grave au Pakistan et il ne faut pas aussi négliger qu'il y a le fait qu'il existe dans cette région de puissance nucléaire, comme il a dit notre ami. On va y revenir sur ce risque-là, parce que c'est vrai, le Pakistan et l'Inde sont des puissances nucléaires. Alors, moi, je pense qu'on ne peut pas séparer l'Afghanistan du Pakistan. Il y a un lien intime entre les deux pays et on ne peut pas comprendre cette région si on fait la séparation. Et on n'a pas parlé quand même du rôle des États-Unis. Alors justement, ça c'est la question que j'allais vous poser, notamment, et plutôt le rôle du Pakistan dans la stratégie américaine de la lutte antiterroriste, qui était quand même un élément central dans la capture, notamment, enfin dans Oui, alors les États-Unis, rappelons brièvement les faits, après les 2001, les États-Unis sont allés en Afghanistan pour punir, si vous voulez, les terroristes qui étaient venus à New York. Et donc, ils ont fait une coalition. Et ce qui est extraordinaire, c'est que valeur aujourd'hui, malgré l'OTAN, malgré tous les efforts, ils ne sont pas arrivés si vous voulez, à éradiquer les talibans en Afghanistan. Et justement, ils reprochent au Pakistan, les États-Unis... On sait combien de temps les Russes ont été en Afghanistan. Les États-Unis reprochent justement au Pakistan de ne pas avoir, si vous voulez, de jouer franc jeu contre les terroristes et les talibans. Et donc les États-Unis sont dans cette région-là, essayent quand même par des drones, on n'a pas parlé des drones, les États-Unis, si vous voulez, interviennent par des drones en essayant de personnaliser même les attaques, parce que jusqu'à maintenant, ils ne sont pas arrivés à éradiquer le problème de l'Afghanistan. Je crois que, comme l'a dit Jawad Kardoudi, il faut quand même traiter le problème dans sa globalité dans cette petite région. L'Inde et le Pakistan ont des problèmes. C'est pas une petite région. Oui, enfin, par rapport à l'Asie, quand même. C'est pas, mais c'est quand même 1,5 milliard d'habitants. Vous avez des problèmes aussi entre l'Inde et la Chine, dans la province du Xinjiang, occupée. Et donc, c'est conflictuel, à l'instar de tout ce qui se passe en Asie du Sud-Est, qui est très conflictuel, et en Asie, globalement, en mer de Chine. Là, nous sommes dans une zone où les tensions frontalières sont latentes, mais présentes. Et on ne peut pas... Et puis, l'Inde et la Chine, le Pakistan et la Chine aussi. Le Pakistan et la Chine ont des problèmes frontaliers. Et donc, il y a les problèmes frontaliers, le terrorisme qui s'installe, eh bien, nous sommes partis. Si on ne réalise pas une espèce de lutte antiterroriste régionale, parce que la lutte en État individuel a montré ses limites. Un État seul ne peut pas faire face au terrorisme. Il peut aller vite, mais quand ils sont ensemble, ils peuvent aller très loin. Alors, quelles étaient les relations avec les États-Unis? C'est vrai que ça, c'est une grande question qu'on peut se poser. Jusqu'à la capture de Ben Laden, il y avait une coopération entre les services secrets pakistanais et les États-Unis. Ça s'est arrêté par la suite? Où en est cette coopération? Moi, je pense le problème, donc pour essayer d'expliciter cette relation entre les États-Unis et l'Afghanistan et le Pakistan, il faut revenir un petit peu en arrière sur cette dislocation existante entre les deux pôles, l'URSS et les États-Unis sur l'Afghanistan. N'oublions pas que les États-Unis voulaient que l'URSS vraiment envahisse l'Afghanistan parce qu'ils cherchaient un petit peu de mettre les bâtons dans les roues. Donc ils voulaient vraiment essayer de créer une distorsion dans ce rapport entre le Pakistan, l'Afghanistan et l'URSS. Donc après cette
cet envahissement de l'URSS, donc il y avait toute une immigration ce qu'on appelle d'ailleurs dans les années 70 ou 80 les Moudjahidines, qui passaient d'ailleurs par le Pakistan qui était le carrefour du djihadisme. Donc il y avait les États-Unis cherchaient vraiment de créer quelque chose qui peut lui asseoir une vision parce que stratégique. N'oublions pas, l'Afghanistan, c'est une région très stratégique dans le domaine gazier. Et donc, il y avait des ressources naturelles qui sont très importantes. Et aussi, l'Afghanistan, c'est un pays stratégique vu qu'il y a le projet Eurasie de la Russie. Donc, ce que fait, c'est un paramètre très important dans l'équation géostratégique américaine. Pour répondre plus précisément à votre question, quelle relation entre les États-Unis et le Pakistan? Et c'est une question importante. Moi, j'ai l'impression que les États-Unis ont beaucoup d'influence sur le gouvernement pakistanais, notamment par l'aide militaire et financière. Ça, c'est très important. Par contre, et là, il faudrait peut-être approfondir la question, j'ai l'impression que les services secrets au Pakistan, c'est un peu l'État dans l'État. Je fais un rapprochement entre le DRS algérien et le gouvernement algérien. Et j'ai l'impression que peut-être le gouvernement, malgré son alliance avec les États-Unis, n'a pas peut-être l'influence nécessaire sur les services secrets pour les mettre au pas. Parce que quand un gouvernement est fort, lorsqu'il s'agit d'une raison d'État, normalement, les services secrets doivent rentrer dans le pas. Je n'ai pas cette impression au Pakistan. Monsieur Faisal, les États-Unis, dans cette région-là, ont fait une évaluation stratégique globale. Ce qu'ils ont appelé en 2014 le balancing ou le pivot. Ils sont partis pour contenir l'influence grandissante de la Chine dans la région et puis, par rapport aux doléances des alliés, l'Inde, le Pakistan, l'Afghanistan, le Vietnam, et ils ont fait une évaluation globale dont le Pakistan et l'Afghanistan représentent des pays pivots. Et donc, je pense qu'il vaut mieux voir, il faut voir cette politique, pas dans un sens, évidemment, dans la lutte antiterroriste, c'est vrai, mais dans une stratégie globale, il y a tout un faisceau de mesures stratégiques que les États-Unis ont prises pour contrer l'influence chinoise. Et on a vu quand la Chine voit encercler l'Inde, les États-Unis procèdent à des installations navales. L'influence chinoise est importante en Pakistan, en Afghanistan. Je crois pas. Ils sont frontaliers. La Chine est frontalière du Pakistan. La Chine est frontalière de l'Inde. Regardez la géographie, ils sont frontalières et il y a des problèmes de frontières. Ce que je voulais dire, que la politique des États-Unis par rapport à ces pays-là, c'est vrai, mais il faut la voir plutôt dans un aspect global. Moi, je pense le fait que le Pakistan et l'Inde détiennent la bombe nucléaire et donc sont des pays pionniers dans l'énergie nucléaire, systématiquement, il y aura donc, ils seront sous les satellites militaires américains, bien évidemment. Vous savez, c'est une région qui est très importante, c'est le pivot géopolitique. C'est l'histoire de cette conflictualité existante. C'est aujourd'hui, on parle de l'Afghanistan, on parle de la guerre froide. C'est le terreau de la guerre froide entre les États-Unis, entre l'URSS. Je pense, je vais revenir sur la réponse qui a été abordée par notre ami. Moi, je pense que les services secrets pakistanais sont scindés en trois courants. Il y avait le courant un petit peu conservateur. C'est des gens qui sont imprégnés par l'idéologie islamiste. Donc des gens qui sont... il y a les néoconservateurs, il y a le courant qui est proche de l'Occident. Je pense que cette dislocation existante dans les services secrets pakistanais qui fait aujourd'hui, il y avait cette porosité, cette infiltration, et aussi cette facilité d'existence des mouvances et des djihadistes dans ce pays. D'ailleurs, le problème de Ben Laden en 2010, en 2011, donc il y avait ce problème-là. Donc il y avait les services secrets. Il y a une partie des services secrets pakistanais qui ne savaient pas qu'il y avait ce monsieur-là et qui était à côté d'une
école militaire. Il y a d'autres qui, voilà, qui ignoraient totalement, et il y a d'autres qui savaient, il y a d'autres qui voulaient chercher de le cacher. Une maîtrise des services. Donc il n'y a pas vraiment une maîtrise. Voilà, c'est comme l'Algérie, comme il a dit notre ami, c'est comme l'Algérie, où il y a des gens qui sont avec Mokhtar Belmokhtar, il y a d'autres avec, voilà, qui regardent les choses autrement. Donc le problème du Pakistan... Alors, pas de maîtrise des services secrets, mais est-ce que les services secrets maîtrisent également les talibans? On voit que non. Moi, je pense que c'est difficile. Il y a des contacts. Je pense que c'est Mais difficile. il y avait des pourparlers par services secrets interposés avec le TTP même, qui n'ont pas abouti, et avec la pression de l'aile dure du gouvernement de Sharif, qui ont dit stop, on ne discute pas avec le terrorisme, et ces mesures-là, autres qui sont ciblées chrétienté ou chiite, il y a aussi cette volonté de représailles par rapport au refus de ne plus négocier avec eux. Et moi, je suis obligé de vous dire stop et de vous dire merci d'avoir, j'espère en tout cas que nos téléspectateurs ont mieux compris la situation au Pakistan. En tout cas, moi, j'ai appris énormément de choses. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Rediffusé à 22h40 si vous nous avez pris en route. Excellente soirée sur Média TV et à demain.